peut-être. Salut. Euh, ouais, comment est-ce qu'il était le dîner? Ça Ouais, va, ouais, on ouais. a fait vite, mais c'était bien. Et là, on est bienvenue dans le podcast, dans le show, et il est un plaisir d'être ici avec vous. Et, De même. Merci de ton invitation. avec plaisir. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire avant? Quoi donc? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avant le podcast aujourd'hui? Moi, j'ai travaillé. J'ai fini à 10 heures et je suis venu directement ici, mais je te travaille. Ah, Et moi, je fais du rangement dans mon appartement. ok. Et comment est-ce que c'est la France dans cette moment? Comment c'est la France, hein? Dans cette moment? En ce moment, c'est compliqué parce que euh, on a plus de couvre-feu avec le Covid-19, le coronavirus, mais on a un pass sanitaire. En fait, on est obligé pour accéder au cinéma, au bar ou au restaurant, d'avoir le, le sérum, mais non, Le vaccin? le vaccin contre le Covid. Donc, il nous faut être vacciné 2 fois pour pouvoir aller n'importe où. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont contre et qui font des manifestations en pleine rue. Oui, oui, sur les réseaux sociaux, je regarde beaucoup de manifestations en contre de le pass sanitaire en France. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec le pass sanitaire? Tout. Sans le pass sanitaire, presque rien. Juste les courses. Mais sinon, les lieux publics, tout ce qui va être administration, banque ou des choses comme ça. Et sinon, avec le pass sanitaire, on peut tout faire. Ouais. Il faut juste porter le masque. Et oui, on est très bridé si on n'a pas le pass sanitaire. Il y a vraiment plein de choses qu'on ne peut pas faire. Même par exemple, comme il disait, pour les courses. Euh, Actuellement, là, même les gros centres commerciaux, les plus gros il faut le pass sanitaire pour y aller, quoi. Et il faut utiliser la masque dans tout le monde. Ouais. Tout le temps. Dès qu'on est avec quelqu'un dehors, il le faut. Et à Mais l'intérieur, obligatoire aussi. j'ai vu les matchs de Messi contre le Rome, je pense. Et il y avait une grande quantité de personnes et la majorité étaient sans masque. Oui, parce que du coup, avec le pass sanitaire, comme c'est en extérieur, ils peuvent ne pas avoir le masque. Voilà. Ah, à l'extérieur, ils peuvent ne pas utiliser le masque. S'ils ont le pass sanitaire. Ah, et, Parce que une fois qu'on a le vaccin, je crois on a 2% de contamination, enfin, quelque chose comme ça. En fait, c'est extrêmement réduit. Une fois qu'on est vacciné, déjà, on a très peu de chances d'avoir des formes ou des cas graves de la maladie et très peu de chances de le donner à quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc, en extérieur, vu qu'il y a du vent, ça permet d'aérer, on peut ne pas porter le masque. En fait, la façon dont pense le gouvernement français, c'est que le plus important, c'est qu'il y ait de la place dans les hôpitaux. Donc, en fait, ce qui amène le vaccin, c'est que comme on ne peut pratiquement plus faire des formes graves du Covid, du coup, même si on l'a, on ne va pas utiliser des lits d'hôpitaux. Donc, les personnes qui auront des cas graves, qui sont par exemple pas vaccinées, du coup, si elles ont besoin d'aller en réanimation ou d'être présentes dans les hôpitaux et d'avoir des lits, bah, le fait que du coup, de moins en moins de personnes soient obligées d'y aller parce qu'ils ne vont pas faire des formes graves, du coup, ça les arrange du fait qu'au moins les hôpitaux soient libres, quoi, et disponibles. C'est vraiment la raison numéro un du pass sanitaire, et c'est ce que veut en premier le gouvernement français, c'est que les hôpitaux soient libres au cas où. ok. Et
Et quelles sont les activités que vous pouvez faire sans masque à l'espace sanitaire, qui sont à l'extérieur? On peut à peu près tout faire. Tout. Tu- Là, Tant, tout a réouvert. Là. tant qu'on n'est pas un grand groupe de personnes, on n'a aucune limitation. Seulement les gros événements, comme des concerts ou des choses comme ça, où c'était compliqué au début. Mais même ça, on peut de plus en plus participer à des concerts. Nous, on a un événement très très connu en France qui s'appelle les Francopholies. Faut Et bien accrocher plus qu'en France. ah non, c'est super français. Non, non, est-ce que c'est ça? Je ne le connais pas. Et c'est un festival C'est un festival en France qui a lieu dans la ville où on qui se habite. passe là où on habite. Ouais. Et on a plein de stars françaises qui viennent. Oui, surtout des rappeurs français qui viennent beaucoup. Ah, Très connus. Donc, du coup, ça s'est passé alors qu'il y avait le Covid et il y avait plein de personnes sans masque, même à l'intérieur, pendant le concert, il me semble qu'ils n'étaient pas obligés de porter Ouais, le masque. mais il fallait pas sanitaire. Voilà. Tant qu'ils avaient le pass sanitaire, ils pouvaient aller au concert et participer au festival sans masque. Ouais. Par exemple, moi, il n'y a pas longtemps, je suis allé dans un parc d'attractions aquatiques qui, du coup, était ouvert. Et il fallait le pass sanitaire. Mais du coup, à l'intérieur, comme tout le monde n'avait pas le pass sanitaire, bah, il n'y avait pas de masque. Les gens n'étaient pas obligés d'avoir un masque. Et on était plein de monde. Et comme ça bougeait et que c'était dans l'eau, tout ça. Bon. et vous êtes Mais il déjà fallait le pass vacciné? sanitaire. Pardon? Vous êtes déjà vacciné? Oui. Oui. Ah, ok. Et il y a combien de temps que vous êtes vacciné? Il y a 3 jours, j'ai fini. Alors, il y a 3 jours, j'ai eu mon pass sanitaire. Et en fait, il faut une première dose, attendre 3 semaines, recevoir la deuxième dose et attendre encore une semaine pour être considéré comme vacciné. Ah. Et il y a Voilà. seulement 3 jours que vous savez les passes sanitaires. Voilà. Lui, oui. Moi, j'ai depuis bien longtemps. Moi, j'ai fait ma deuxième dose le 13 juin dernier. Donc, moi, ça fait beaucoup plus longtemps. Moi, malheureusement, vu que ça prend du temps sur les horaires de travail, c'était compliqué de pouvoir aller me faire vacciner en seulement 1 heure. Parce que mon travail nous autorise d'aller se faire vacciner sur 1 heure. Et donc, du coup, c'est compliqué. Et beaucoup de personnes avaient pris des rendez-vous. Et même beaucoup ne venaient pas au final. Et on ne pouvait pas prendre de rendez-vous. Et j'ai eu de la chance, un jour comme ça, au début du mois d'août, j'ai pu prendre ma dose. Donc, c'est vraiment sur beaucoup de chance. Il faut regarder tous les jours sur une application en fait, qui permet de voir où et quand est-ce qu'on peut aller se faire vacciner. Et j'ai regardé tous les jours et un jour au travail, j'ai vu ça. J'ai pris le plus tôt possible et j'ai pu me faire vacciner. Et qu'est-ce que vous pensez de les passes sanitaires, personnellement? Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je suis plutôt pour l'idée. Je trouve que c'est une bonne idée d'inciter au moins les gens à faire le vaccin parce que c'est pour le bien de tous, je pense, personnellement. Donc, ouais, moi, personnellement, je n'avais pas de souci avec ça. Je suis plutôt d'accord. De mon côté, c'est pas tout blanc ni tout noir. Je suis contre les anti-vaccins. C'est-à-dire que pour moi, le vaccin, c'est important. Ok. Par contre, être dans la limite de l'obligation d'avoir un pass sanitaire, je suis un peu moins fan. Mais si c'est la seule manière de faire en sorte que les gens se vaccinent, je suis pour. Parce qu'il y a beaucoup d'anti-vaccins en France. Il y a beaucoup de gens qui sont contre le vaccin, énormément. Ouais, beaucoup pensent à la théorie du complot en se disant qu'on injecte n'importe quoi. Il y a un argument que je trouve valable, c'est qu'on n'a pas de recul sur le vaccin, mais en même temps, on n'a pas trop de choix. Même si ce n'est pas une maladie, un virus qui est extrêmement dangereux, le fait que tout le monde puisse l'avoir très rapidement, on a bien vu en même pas un mois, ça s'est ramené partout sur la planète. Alors bon, à un moment, il faut bien faire en sorte que tout le monde puisse reprendre le travail, tout le monde puisse reprendre une vie normale. Alors s'il faut que ce soit un vaccin, autant que ce soit un vaccin. Et autant que ce soit fait rapidement. Parce que, à mon avis, c'est une idée géniale.
Parce que, par exemple, à l'hiver, pour aller avoir de l'alcool ou avoir un match de foot, il y a beaucoup de gens qui peut-être, ils ne sont pas vraiment contre les vaccins, mais pour aller à un bar, ah ouais, ils sont vraiment d'accord d'aller à un bar et pour ça, ils sont vaccinés. Je pense qu'en France, il y a beaucoup de gens comme ça, et simplement pour aller à faire des activités sociales, ils sont vaccinés, mais ça, c'est une vraiment bonne idée. Mais on peut peut-être de faire rien sans les vaccins. Je ne suis pas d'accord vraiment avec ça. Et de faire les activités comme d'aller à un stade ou d'aller à un bar. Et pour ça, il faut être vacciné, peut-être un peu plus, à mon avis. Il faut savoir qu'en France, les bars, les cafés, tout ça, ça nous tient énormément à cœur, hein. Mm. Les Français adorent vraiment ce genre d'endroit. Ils y sont tout le temps. Que ce soit en café, en terrasse, dans un bar, ils y tiennent énormément. Et ça a été resté fermé pendant très très longtemps. Et ça a vraiment marqué notre génération Ouais. de Français. On a beaucoup de... Bon, nous, on est étudiants et la tradition, bon, je suppose que c'est pareil dans beaucoup d'universités, même pas forcément qu'en France, mais les nouveaux, les premières années à l'université, souvent, ils ont 18 ans ou ils ont 18 ans dans l'année. Et donc, c'est là où ils peuvent officiellement aller en bar, aller en boîte de nuit, boire de l'alcool, tout ça. Et c'est un peu une tradition. Nous, en fait, à la fac, le jeudi après-midi, on n'a pas de travail. Et en général, du coup, le jeudi soir, c'est le soir où tous les étudiants vont faire la fête. Et ça Et, fait plus d'un an que les étudiants ne peuvent pas profiter en fait de ça. Et pour avoir discuté avec beaucoup de jeunes étudiants qui venaient d'arriver à la fac, ça leur a manqué. Ça permet beaucoup de choses. Ça permet de découvrir des gens, de s'intégrer. Et c'est vrai que arriver à la fac, être derrière son ordinateur et connaître personne, c'est quand même compliqué. et comment est-ce que c'est la vie d'une étudiante normale en France, par exemple? La vie d'une étudiante universitaire. Euh, je pense que c'est un peu différent peut-être des autres pays. Je Ouais, dirais que, carrément. ouais, Il y a beaucoup moins l'aspect communautaire ouais, parce que vous êtes habitué à avoir des clubs, des groupes, des des choses comme campus et ça, tout. et des grands campus. Euh, En général, en France, déjà, les campus sont beaucoup plus petits. Ouais. Ouais. Voilà. Et pour les activités de club, vu que ce n'est pas obligatoire et que les gens ne le faisaient même pas au collège ou au lycée, c'est vraiment faut oser aller voir des gens et discuter avec eux pour devenir amis. Il n'y a pas beaucoup d'autres moyens de connaître des gens. Il y a des activités sportives, mais il y a très peu de personnes au final qui le font. Il y a des clubs de sport dans les Oui, universités. oui, oui, bien Oui, sûr. Et il y a des compétitions, il y a oui, des tournois qui vont très très loin. Le sport universitaire, c'est un tremplin. ouais, ouais, ouais. Souvent, tous nos grands athlètes, c'était des sportifs universitaires qui ont remporté. En fait, c'est un tremplin pour le sport professionnel ou carrément le sport olympique. En fait, souvent, les grands sportifs universitaires, ils se font recruter parce qu'ils ont participé, ils se sont fait voir. Et il y a, il y a de la médiatisation. Il y a la télé qui passe, des choses comme ça. Selon les régions, il y a les journaux qui s'y intéressent. Et comment est-ce que c'est les campus avec les sports? Il y a beaucoup en gym pour jouer du basket, c'est ça? Ou non? Il y a de tout, mais alors, nous, c'est particulier parce qu'on est dans une université, dans une région qui supporte beaucoup le rugby. Et donc, le sport majoritaire, c'est le rugby. On est à La Rochelle. Le Stade Rochelet, c'est le top 2 après Toulouse. C'est les deux plus grosses villes du rugby en France. Et donc, du coup, il y a quasiment que ça. Il y a un peu de basket, il y a un peu de handball, de volleyball,
et pas mal de sports maritimes. Oui. Tout ce qui va être lié à la mer, on va en avoir. De la voile, du surf, des choses comme ça. Parce qu'on a la chance d'être bordé de plages. En fait, on a 3 ou 4 plages différentes à côté de chez nous. Donc, c'est vraiment un avantage. Où est-ce que sont les plages chez vous? Elles sont plutôt bien. Il y a assez du sable, en gros. Ouais, il y a 3 plages dans notre ville, en tout cas, qui sont dans différents quartiers de La Rochelle. Mais oui, c'est des plages plutôt basiques, hein. C'est du sable, mais c'est vachement joli. C'est classique, mais c'est très, très joli. Ouais. Et pour La Rochelle, en tout cas, dans la ville où on est, c'est vraiment un lieu de rencontre et comment dire ça? Oui, c'est un lieu de rencontre, quoi. Quand il y a beaucoup de soirées qui sont sur les plages ou choses comme ça, c'est des lieux de rendez-vous, quoi. C'est des lieux communautaires de fou. C'est un endroit aussi que les étudiants utilisent particulièrement, surtout les étudiants qui ne sont pas de la région et qui viennent, parce que forcément, ils ont peu la chance de voir la plage. Mais souvent, on peut se dire, ce soir, on a envie de sortir, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va à la plage. Et en fait, on peut se retrouver le soir, même s'il n'y a plus de soleil, à rester sur la plage, à discuter ou à profiter, parce qu'il fait bon. On a la chance d'avoir un très bon climat à La Rochelle. Il fait très, très beau. Et on peut Et rester dehors il est longtemps. plus chaud que, que les autres régions du nord. Il fait plus souvent beau. Pas forcément plus chaud, mais on a plus de jours où il fait beau que dans d'autres villes qui ont la plage, qui ont des plages. Et, mais il y a beaucoup d'activités à faire sur les plages. De base, non, c'est vide. C'est nous qui ramenons. Par exemple, si des gens veulent faire du beach volley, ils ont totalement le droit d'installer du matériel pour en faire. Après, sinon, faut réserver. On peut réserver spécifiquement. Par exemple, il y a quelques années, l'université avait organisé des Olympiades, donc plusieurs sports basés sur la plage. Et donc, du coup, il y a aussi un événement chaque année qui se déroule sur la plage. Je ne sais plus comment ça s'appelle. L'événement qu'il y a sur la plage, qui est organisé par le SUAPS. Bref, c'est une course où il y a plusieurs activités à faire et ça se passe tous les ans. Et il y a vraiment beaucoup de personnes qui veulent y participer à chaque fois. Donc, on utilise vraiment ce qu'on a autour de nous parce que la ville de La Rochelle est assez petite. Il n'y a pas énormément de choses à faire non plus. Mais l'avantage, c'est qu'on a la plage. En fait, on a plein d'activités qu'on peut faire aux alentours de la plage. Et les matchs, il y a des matchs de rugby dans l'université. Oui, oui, on a des Est-ce que équipes. c'est ça? Et l'avantage, c'est que vu qu'on a une grosse équipe, en fait, les étudiants, souvent, on a des étudiants très, très fans de rugby qui vont venir participer, qui vont venir regarder les matchs. Et en général, il n'y a jamais une seule place vide dans tout le stade dès qu'il y a un gros match. Oui. Ici à La Rochelle, toute la ville est vraiment à fond derrière l'équipe de rugby parce qu'elle est devenue au fil des années plutôt importante. Il y a 5 ou 10 ans en arrière, elle était encore en deuxième ligue, en deuxième division. Et au fur et à mesure du temps, ils sont montés en première division, puis ils ont commencé à aller haut dans le classement. Là, par exemple, cette année, l'équipe elle a été en finale du tournoi de France et en finale de la Coupe d'Europe. Et donc, c'était historique de faire le doublé des deux finales pendant l'année. Donc non, oui, la ville est à fond derrière l'équipe. Par exemple, quand il y a un match, un gros match, il y a des gens qui s'habillent en jaune et noir. Parce que c'est les couleurs de l'équipe. Voilà, et même avec des vêtements de prisonniers, le jaune et noir, avec un boulet, des chaînes et des choses comme ça. Et en fait, ils paradent dans toute la ville avec une fanfare jusqu'au début du match. Et après, ils partent au stade et voilà. L'ambiance dans le stade. Il y a un Le instant génial. stade est connu pour avoir une grosse ambiance en France. Ouais. Les supporters rochelais sont parmi les plus grands supporters de groupes de rugby, au moins en France. Et la vie universitaire, est-ce que vous faites de fêtes
comment est-ce qu'ils sont les fêtes? Le fait, c'est les fêtes toujours ou... Quoi donc? Faites les soirées universitaires. Ah, est-ce qu'on fait des soirées? Ouais. Pas encore, parce que c'est encore difficile d'avoir des autorisations. En fait, en soi, si on a envie de le faire, on peut le faire, mais on essaie de faire les choses bien, parce qu'on n'est pas là que pour faire boire les étudiants ou quoi que ce soit. On est là aussi pour leur sécurité, et donc on veut tout bien organiser. Donc si on va dans un bar ou dans une boîte qui ne respecte pas les règles, ça peut causer des problèmes. On peut avoir des étudiants qui peuvent tomber malades, des choses comme ça. Donc on essaye de bien faire. En plus, la rentrée a eu lieu il y a 3 jours, donc mercredi. Donc le temps que toutes les associations étudiantes qui organisent ce genre d'événements se remettent en place et trouvent les partenariats et organisent les soirées, il y a quelques jours d'écart. Mais je pense que d'ici une semaine ou deux, les premières soirées risquent d'être organisées. Et à voir comment ça va se passer. Pour le moment, on ne sait pas. Ça fait plus d'1 an qu'on n'en a pas fait. Et Avant le Covid, comment est-ce qu'ils s'étaient les fêtes universitaires? Oui, avant le Covid, de base, c'était. avant le Covid, il y en avait beaucoup. Oui, il y en Oui. avait beaucoup. Oui, c'était très actif. C'est un peu la tradition. Tous les jeudis, tous les jeudis soirs, les étudiants allaient en soirée, mais en général, 1 ou 2 fois par mois. Et c'était des soirées organisées par des associations étudiantes en partenariat avec les bars, avec des réductions. Avec des boîtes de nuit aussi. Et des boîtes de nuit aussi, avec des thèmes, des choses comme ça, ce qui permettait aussi aux associations d'exister en fait et de proposer des choses aux étudiants. Parce qu'il faut savoir qu'en France, l'âge légal pour boire de l'alcool, c'est 18 ans. C'est pas 21 ans. Donc en fait, une fois qu'on a 18 ans, on peut tout faire. On peut faire ce qu'on veut. On peut aller dans des bars, boîtes et boire de l'alcool parce que du coup, c'est à 18 ans. Et comment est-ce que les gouvernements, est-ce que les gouvernements, on peut, avec la vie universitaire, par exemple, dans les aliments, dans votre appartement, Comment ça? J'ai pas bien compris. quand est-ce que euh, les aliments, les gouvernements, on peut avec les aliments? Ah, pour les aides, oui. En fait, la France, c'est connu pour être un pays avec énormément d'aides. Qu'on soit étudiant ou pas, qu'on ait un travail ou pas, on va toujours avoir des aides pour continuer à vivre décemment. Et on a aussi ce qui est la sécurité sociale. Ou si on a un accident grave ou pas, en fait, on ne paye pas les frais d'hôpitaux, des choses comme ça. C'est une vraie chance. Et quand on est étudiant, du coup, on a plusieurs aides. Alors, des aides spécifiques pour les étudiants, ça existe, ça s'appelle les bourses sur critères sociaux, par exemple. En gros, on a un organisme du gouvernement qui reçoit une somme tous les ans et eux vont analyser des demandes d'étudiants et ils vont leur donner une certaine somme d'argent pendant toute l'année jusqu'à juin. Et ça fonctionne par palier. 0 étant le plus bas et 7 étant le plus haut. Et ça va de peut-être 70 €. C'est vraiment le plus bas parce que c'est des gens qui sont censés s'en sortir, mais qui demandent quand même l'aide. Donc, ils les aident un peu. Au plus haut, je crois, cette année, c'est dans les 600 € par mois. Donc, c'est beaucoup. Et ça permet clairement de tout payer. Après, La Rochelle en elle-même est une ville qui coûte assez cher. En logement, ça coûte très, très cher. En dehors des logements étudiants que l'État peut proposer. Donc, l'organisme s'appelle le Crous. Voilà. Et en fait, le Crous, c'est eux qui analysent les demandes des étudiants. Et selon leurs revenus ou la distance de leur domicile, de leurs parents, ou des choses comme ça, ils leur disent, d'accord, vous avez le droit à tel échelon. Mais par contre, derrière, il faut aller à tous les cours, il faut aller à tous les examens, ne jamais être absent ou alors avoir un très bon justificatif. Sinon, ils peuvent demander un remboursement total. Et Voilà. quand est-ce que c'est le procès
le process d'être dans une université en France? Comment on fait pour y rentrer? Ouais, De base, ça se fait juste après l'obtention du baccalauréat, qui est littéralement le dernier diplôme, entre guillemets, obligatoire. C'est le dernier diplôme que tout le monde va avoir. Après, certains vont aller travailler et après, on rentre dans les études supérieures. Donc, c'est l'université. Et souvent, avant d'avoir son bac, on fait des demandes pour dire, moi, je vais aller dans telle université et dans telle spécialité. Donc, on peut demander n'importe où en France et n'importe quelle spécialité. On fait une liste de vœux et en fait, bah, si on n'a pas le bac, bah, ça s'annule, hein. Mais si on a le bac, on a des réponses. Et en fait, la première université qui nous dit oui, eh ben, en général, on y va, on répond oui et on y va. Sinon, on attend d'avoir l'université qu'on veut. Parce que c'est au hasard, en fait. C'est la première université qui répond. Si on dit oui, tous les autres vœux sont annulés et on va dans cette université. Ou alors, on peut attendre qu'une autre université qu'on préfère nous réponde. Une fois que c'est fait, on s'inscrit sur Internet ou à l'université. On paye les frais d'inscription. En France, c'est 170 euros. C'est pas très cher. Et Si on a les bourses, on les paye pas. voilà. Et quand on est étudiant boursier, on ne paye pas l'entrée à l'université. Mais concrètement, il faut juste le bac pour rentrer, quoi. Voilà. C'est Une fois qu'on a le bac, on va s'inscrire et on attend la rentrée. Et le bac, c'est le diplôme de fin de lycée. l'université que vous êtes maintenant et l'université que vous voulez dans le passé? Moi, c'était celle que je voulais. De toute manière, je n'avais pas le choix. Donc, je n'ai pas cherché à aller ailleurs. Je ne pouvais pas. J'étais obligé de rester sur La Rochelle. Et ça me convenait dans l'idée. Après, entre l'image que je me faisais de l'université et l'image que je me fais maintenant, ce n'est pas du tout pareil. Mais c'était le choix que j'avais fait. Et moi, c'était mon deuxième choix. Parce qu'avant de faire l'université où je suis actuellement avec Lucas, j'ai fait 1 an de médecine avant. Donc, j'étais en université de médecine. Et au bout d'1 an, ça ne m'a pas plu et j'ai préféré arrêter. Et du coup, je suis allé dans cette fac-là. Ou est-ce que c'est la nourriture en général en France? Comment c'est bon, globalement, on n'est pas, enfin, on est quand même un des pays avec la gastronomie la plus, un des pays avec la meilleure gastronomie. C'est reconnu mondialement et on a la chance d'avoir beaucoup de produits qui restent bio, qui viennent d'à côté de chez nous. On a beaucoup d'agriculteurs, de gens qui vont travailler des bons produits. Et en général, même les produits qui sont transformés restent quand même pas si mauvais que ça. On peut bien manger en France, comme on peut très très mal manger, hein. Il y a de tout, hein, c'est installé. On a des fast-food, hein, si on a envie de manger mal. Il y a une Mais nourriture universitaire? euh, ça dépend, mais c'est quand même, c'est quand même bien. Parce que, en fait, on paye pas cher les repas. Le midi, par exemple, on paye un repas dans les 3 euros et il y a à peu près 7 euros de valeur à l'intérieur. Et c'est des plats cuisinés. Donc, il y a toujours un chef qui va cuisiner des plats pour nous. Donc, même si c'est à grande quantité, on a toujours de quoi manger un plat chaud le midi, ce qui est assez rare. Et en général, beaucoup d'étudiants se tournent vers des sandwichs ou des choses peu chères dans les supermarchés. Mais le Crous propose aussi de manger pas cher, mais chaud. Et souvent, c'est pas mauvais. Comment est-ce que c'est la vie en Rochelle en général? Comment est-ce que c'est? La vie à La Rochelle en général. Bah, vas-y. Moi, j'ai parlé depuis tout à l'heure. Faut quand même que je laisse un peu parler. Non, ça, la vie à La Rochelle, c'est plutôt bien. C'est une ville qui est très jeune et très étudiante. C'est une ville qui est connue pour avoir énormément d'étudiants, donc c'est très jeune. Ouais. On a 10%. 10% de la population de La Rochelle est étudiante. Ouais. Une personne sur 10 qu'on voit à La Rochelle est jeune et étudiante. Ouais. Donc, c'est une ville qui est très jeune. En vrai, il y a énormément de choses à faire.
Il y a énormément du coup de bars et de cafés, parce que du coup, ça c'est vraiment sacré en France. Il y a quelques boîtes de nuit, il y a 3 cinémas, Ouais, il y a beaucoup de il y cinéma. a un théâtre, il y a plein de salles de représentation, plein de salles de concert. Donc, non, Ouais, il y a énormément de choses à faire. Ouais, c'est très, très étudiante et très, très jeune. ouais. Ce qui est bien aussi à La Rochelle, c'est que on peut beaucoup bouger, on peut se déplacer très facilement. On a des vélos en libre service. En fait, on peut prendre un vélo quelque part Ouais. et le déposer ailleurs et ça nous coûte quasiment rien. On a des bus à peu près toutes les 15 minutes et pour faire le tour de La Rochelle, ça prend une demi-heure en bus. Donc, on peut vraiment aller un peu partout sans que ça nous coûte trop cher. Donc, c'est pas mal. La Rochelle, c'est une ville vraiment petite. C'est assez petit, ouais. Comparé aux grandes villes de France, oui. Sinon, c'est pas, en soi, c'est pas très petit, ça va. Mais c'est ouais, ce serait dans le top 10 ou 20 des plus grandes villes de France, quoi. Pas dans le top 5, en tout cas. C'est pas une grande ville, mais c'est pas un village. C'est quand même une belle ville avec une belle superficie. C'est assez grand, mais il y a beaucoup de gens là-bas. Donc, ce qui fait que on peut très vite faire le tour de la ville, comme on peut aussi vraiment profiter et se promener. C'est une ville qui est très ancienne et donc du coup qui a beaucoup d'histoire. Ouais. On peut visiter beaucoup d'églises. On a techniquement aussi des espèces de passages souterrains. Et en fait, on a toute une histoire sur la ville avec les Templiers, qui est en fait La Rochelle, à la base, est une ville qui a été construite par les Templiers pour le commerce maritime. Et donc, du coup, il y a énormément d'histoires dans la ville. Et on peut vraiment, quand on veut découvrir l'histoire de La Rochelle, on peut y aller pendant des jours et des jours et apprendre de nouvelles choses. Parce qu'avant, à l'époque, La Rochelle, c'était le plus grand port du pays. C'était le port le plus important en termes de commerce, choses comme ça. C'était le port préféré de Napoléon à l'époque. Napoléon venait beaucoup à La Rochelle parce que c'était le port où il allait le plus souvent. Donc non, c'était une très très grande ville portuaire. Voilà. C'est pour ça que c'est pas si petit. C'est qu'à la base, c'était quand même une grande ville à l'époque, mais ça c'est juste pas vraiment. Ça n'a pas continué à grandir comparé à d'autres villes qui ont continué à grandir avec le temps. Et quelle est la chose que vous aimez le plus de l'université et le monde de l'université? Qu'est-ce que j'aime le plus? Je dirais qu'à l'Université de La Rochelle, on peut quand même, spécifiquement à La Rochelle, euh, on peut quand même très facilement rencontrer des gens. Et les gens sont très souvent accueillants. Et c'est assez facile de se faire des amis. Voilà. C'est un vrai avantage. Et je ne pense pas qu'il y ait ça dans toutes les universités. Mais globalement, à La Rochelle, les gens sont souvent très gentils. Donc voilà. Ce que j'aime le moins dans l'université, c'est son système ou certains professeurs qui ont des manières un peu particulières de faire des cours ou qui ont carrément des cours. En fait, vu que l'université n'est pas gérée par l'État pour les cours, un professeur peut faire ce qu'il veut. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Moi, personnellement, je serais pour que les universités soient gérées un peu comme les lycées, c'est-à-dire que les professeurs soient un peu libres sur un programme, mais qu'il y ait quand même un programme, qui ait des choses à respecter dans un cadre particulier pour que ce soit plus simple et qu'un étudiant ne soit pas perdu d'une université à l'autre. Parce qu'en France, après, je suppose que c'est pareil ailleurs, mais quand on va dans une université ou dans une autre, on n'a pas les mêmes cours et on n'a pas les mêmes compétences, même si on est en informatique, par exemple. Voilà. Euh, Toi? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Ce que j'aime le plus à l'université, moi, Soirée. en vrai, ouais, non, je pense que c'est un peu comme Lucas, c'est vraiment le côté social. On peut vraiment très facilement faire des rencontres. Et en général, les gens qu'on rencontre à l'université, on reste longtemps en contact avec eux. Tout
tout à fait. En général, c'est là qu'on trouve les amis les plus solides, je dirais. Et non, en vrai, tout ce qui est social, tout ce qui est vie étudiante, soit les soirées ou toutes les activités qu'on peut y se faire à l'extérieur de la fac, moi, c'est ça que j'aime bien. Ok. Et comment est-ce que c'est l'éducation avec l'informatique? Comment c'est l'éducation d'informatique? Ouais. En fait, on travaille un peu en entonnoir. C'est-à-dire qu'on travaille sur quelque chose de très, très large, sur, en gros, qu'est-ce que l'informatique, comment ça fonctionne globalement, un petit peu d'histoire de l'informatique, et après, on descend et on devient de plus en plus spécifié. Il y a des cours qui sont plus longs, plus compliqués, sur vraiment des thèmes particuliers. Et après, on termine sur de la professionnalisation, où on fait beaucoup de projets pour mettre... en fait, on apprend moins, mais on pratique plus. C'est ça, en fait. Au début, on apprend énormément. Première année, c'est de la découverte. Donc, si on aime ce qu'on fait, c'est pas trop compliqué. Deuxième année, c'est ce que je trouve la plus compliquée. C'est là où, en fait, on a le plus d'apprentissage. C'est là où on doit connaître le plus de choses et on va nous demander de tout connaître quasiment par cœur. Et la troisième année, une fois que c'est fait, en fait, on va beaucoup nous demander d'appliquer ce qu'on a fait. On va nous demander des projets, des choses comme ça, mais on va moins nous faire apprendre. Et en fait, pourquoi? C'est qu'à partir de la troisième année, c'est la fin de la licence. Et donc, du coup, on a un nouveau diplôme. Et donc, du coup, avec ce diplôme-là, on peut aller travailler. Et donc, on appelle ça un bac plus 3, donc baccalauréat plus 3 années. Ça donne un diplôme qui s'appelle la licence. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont allées en année en bac plus 3. Et donc, du coup, ça donne un vrai plus sur les CV et ça permet d'avoir accès à des emplois qualifiés. C'est-à-dire que c'est des emplois où on a un niveau et on est vraiment spécifié dans un domaine. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas notre diplôme ne peut pas le faire, en général. Et après, on peut aller au-dessus. Donc, c'est le master. Ça dure 2 ans. Et après, on a un diplôme de master. Et là, on fait partie globalement des personnes les plus qualifiées dans notre domaine, en France ou dans le monde. Globalement, un master, c'est là où on va avoir la quasi-totalité des capacités pour faire ce qu'on veut. En fait, à partir du moment où on a un master, on peut travailler de chez soi et apprendre de nouvelles choses sans avoir besoin d'un professeur. On peut développer des choses sans avoir besoin de cours parce qu'on a compris comment ça fonctionnait. Et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne et qu'on est vraiment à fond dedans, c'est beaucoup plus simple. Après, il y a un autre niveau qui est rarement fait, c'est le doctorat, donc pour devenir docteur en quelque chose. Et là, c'est de la recherche. Globalement, c'est de l'innovation, c'est des choses qui n'existent pas encore sur lesquelles les scientifiques travaillent. En général, quand on a des labos de recherche, c'est là-bas c'est ce genre de cursus qu'on fait. Mais si on veut juste travailler, il suffit d'avoir un master et globalement, c'est le plus haut niveau qu'on va demander dans n'importe quelle entreprise. Et quelle est la chose que vous aimez le plus de la carrière informatique? Qu'est-ce que j'aime le plus? Moi, j'aime bien comprendre ce que j'utilise. C'est-à-dire que dans certaines matières, en fait, on comprend enfin comment telle ou telle chose fonctionne. Simplement décrypter un mot de passe, une connexion Internet, une page web ou des choses comme ça. En fait, on comprend comment ça s'est fait. Et donc, du coup, c'est quand même vachement plus intéressant de savoir comment ça se passe. Et moi, je trouve c'est ce que je préfère. C'est découvrir comment les choses du quotidien sont extrêmement complexes au final. Il y a des choses qui sont très, très compliquées. On ne s'en rend même pas compte. Et une fois qu'on va dedans, on se dit, ah, d'accord, c'est ça. Et en fait, il y a encore plus de choses qui sont collées. Voilà. Et moi, je dirais que c'est tout ce qui est codage en soi. En fait, j'aime bien me dire que je vais créer un code pour arriver
tel objectif que je veux arriver. Et en fait, avec ce code, du coup, je vais y arriver. Mais c'est vraiment d'essayer de comprendre ce que je code, des choses comme ça. Mais ouais, moi, c'est la matière de codage que j'aime bien. Et la base de données, en vrai, j'aime bien aussi. Ouais, c'est sympa. Et ce que je déteste le plus, c'est le web. C'est quoi? Le web, Le développement de sites. le site internet. Ça, c'est ce que j'aime le moins. Et ça, c'est une des choses plus importantes, à mon avis. Oui, il y a des cours plus importants que d'autres, hein, clairement. Il y en a, on va jamais, mais littéralement jamais les utiliser de notre vie, comme certains qui sont obligatoires. Aussi simple soit-il, pour certains, si on ne les connaît pas, on ne peut pas faire. C'est rien que pour travailler en entreprise, si on ne sait pas structurer un code, si on ne sait pas travailler et faire un plan à l'avance, ça ne sert à rien de faire de l'informatique parce qu'on prendra des années à faire des choses qu'on pourrait faire en quelques mois, par exemple. Parce que ça nous aide à ne pas nous perdre, ça nous aide à nous diriger dans le travail qu'on doit faire. Et ça, c'est une matière en particulier qui nous permet de faire ça. Et si on ne sait pas faire ça, ça ne sert à rien de travailler en groupe, ça ne sert à rien de travailler sur un projet, parce que, en fait, on n'aura pas les systèmes nécessaires pour tester ce qu'on fait, pour savoir s'il y a un problème et pour revenir à la source du problème. Et combien de temps tu utilises toujours à l'université, à les classes, à les devoirs, en travail, et tout ça? Alors, l'université, elle est ouverte de 8h à 19h30, 20h à peu près, mais on n'a pas cours toute la journée. En général, euh, on doit avoir quoi entre allez, 6 et 7h30 par jour. Ouais, voilà. Entre 6 et 7h30 de cours par jour, sachant que nos cours sont soit de 1h30, soit de 3h. Voilà. Okay. En général, on a aussi des pauses le midi. Alors, soit c'est extrêmement court parce que les emplois du temps sont mal faits et donc du coup, on a 2 cours juste à côté l'un de l'autre le midi et on n'a même pas une demi-heure pour manger. Soit on a 1h20, si ce n'est même des fois presque 3 heures entre les cours du matin et du midi. En fait, des fois, on peut terminer à 11h, à 11h10, je crois, c'est ça. Et en fait, on reprend à 14h20. C'est pas mal. C'est bien, le midi, on a du temps. Mais par exemple, ça peut nous faire terminer beaucoup plus tard parce que du coup, on reprend que à 14h20 et après, on reprend, je sais pas, 4h30 de cours en plus. Et la classe plus difficile de l'informatique, c'est quoi? Pour moi, le web, C'est pas le plus difficile, le C. c'est le plus chiant. Le C ou le Java? Non, le C. Le C. Que le Java. Ouais, c'est vrai. L'écriture en langage C, c'est un type de code, un langage de code qui est très ancien et qui est du coup peu optimisé. Et donc, du coup, il faut tout écrire. En fait, il n'y a pas de raccourci et c'est de l'écriture vraiment très, très particulière. Sans forcément rentrer dans les détails parce que c'est compliqué. Globalement, il faut réussir à déchiffrer le code plus que de réussir à l'écrire. C'est-à-dire qu'il y a des étapes en plus, ce qui fait que c'est vraiment compliqué. Et quand il y a une erreur, c'est encore plus compliqué de savoir où elle est. Oui. Et en fait, ce qui est surtout difficile avec ce langage-là, c'est que comparé à d'autres langages de codage ou de développement, on va beaucoup plus avoir tendance à gérer tout ce qui va se passer dans l'ordinateur pendant que le code va tourner, en fait. Il y a d'autres langages, on va juste écrire le code et le code va tourner et point barre. En C, il faut écrire le code et il faut gérer, du coup, sans forcément rentrer dans les détails, mais il faut gérer les ressources que va demander ton code à l'ordinateur, en fait. Et il faut gérer tout ça en plus du code. C'est ça qui fait plus la difficulté aussi. C'est vrai. Bien. Il ne faut pas écrire des choses inutiles, il ne faut pas être, j'ai envie de dire, redondant. Il faut vraiment aller à l'essentiel.
Et c'est le plus compliqué. Putain, j'ai la Et Technique, celle-là. quelles sont les choses que vous aimez le plus d'habiter en France? Que vous pensez qu'il n'y a pas sur votre pays où il n'est La pas. sécurité sociale. Non, mais alors, un point que tout le monde va dire et qui est très classique, mais le, le- la sécurité sociale, donc le fait d'avoir des médecins bah ouais, gratuitement, de pouvoir être opéré si on a un problème gratuitement. En fait, de se dire, bon, il m'arrive quelque chose, c'est pas grave, on va s'occuper de moi, on va pas me laisser à côté. Parce que bah, malheureusement, dans certains pays, si on ne peut pas payer, ben, on n'est pas soigné et on doit payer l'ambulance, on doit payer des choses comme ça. Nous, non, on ne paye pas. Si on doit payer, c'est vraiment parce qu'on l'a demandé de nous-mêmes et que c'est quelque chose de très particulier. Par exemple, on peut payer une ambulance parce que c'est pas urgent, mais il faut quand même une ambulance pour nous y emmener. Pour certaines maladies ou des choses comme ça, mais c'est très rare. Dans la globalité, on est très serein. On est un peu malade, bah, c'est pas grave, on peut aller voir le médecin. Alors que bah, si on n'avait pas ça, on attendrait d'être très très malade pour aller voir un médecin. Et donc, du coup, on aggraverait notre cas. Voilà. Et même en dehors de ça, sans forcément parler de la sécurité sociale, dans toute la France, en fait, il y a plein d'aides ou de choses comme ça, ou de choses pour améliorer la sécurité et la vie en France, que vraiment très peu d'autres pays ont. Que par exemple, comme disait Lucas, du coup, on ne paye pas les médecins, on ne paye pas aussi la plupart des médicaments. C'est-à-dire que la plupart des médicaments les plus communs sont complètement remboursés par la sécurité sociale et on ne les paye pas. L'école est gratuite, que ce soit maternelle, école, collège, lycée, tout est gratuit, mais en tout cas en public. Il y a quelques établissements privés, mais la plupart sont publics et donc gratuits. Et il y a beaucoup d'aides par l'État. Par exemple, les familles nombreuses ont beaucoup d'aides en fonction du nombre d'enfants qu'ils ont à élever. Il y a par exemple, là récemment, il y a eu la prime de rentrée. C'est-à-dire que pour les familles qui ont beaucoup d'enfants et qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter toutes les fournitures scolaires qu'il faut pour la rentrée, ils ont des primes de rentrée par enfant pour du coup pouvoir acheter toutes les fournitures et tout le matériel scolaire dont ils ont besoin. Donc, non, c'est vraiment ce fait d'aide, en fait. Et que vraiment, après, derrière, du coup, on paye beaucoup d'impôts. Et ça, beaucoup de Français se plaignent de ça. On paye énormément d'impôts en plus que les autres pays. Même n'importe quel métier qu'on fait, n'importe quel salaire qu'on fait, on ne touchera pas entièrement notre salaire. Il y aura toujours une part d'impôt en fait, dessus. On a deux types, en fait, on a deux types de salaires. On a un salaire qui s'appelle brut, où en fait, c'est l'argent qu'on gagne officiellement pour l'État. Et après, il y a le salaire net qui retire toutes les cotisations, donc c'est-à-dire l'argent qu'on est obligé de donner. Et en fait, c'est de l'argent qui va à l'État, donc qui permet de gérer un peu tout, mais pas que. En fait, quand on part à la retraite, l'argent qu'on a cotisé, selon la somme qu'on a cotisée, le nombre d'années qu'on a cotisé, on a le droit à une aide tous les mois. Et donc, si on a été un grand cadre et qu'on a travaillé un maximum d'années, on va avoir une très bonne retraite. Et par contre, si on a peu travaillé ou qu'on a un métier très très classique qui nous rapporte que le SMIC, ça le SMIC aussi, il faut en parler, c'est le salaire minimum qu'on On a un salaire peut avoir. minimum Voilà. qu'on peut toucher. C'est dans la loi, n'importe quel travail qu'on fait, il y a un salaire minimum qu'on doit toucher si on fait 35 heures de travail par semaine. Non, c'est le SMIC horaire. On s'en Ouais. fiche. Ouais, mais le SMIC, en tout cas, du coup, il y a une somme minimale qu'on doit toucher, en fait. On est payé comme ça. Pour exemple, là, cette année, et c'est revu généralement à la hausse, mais tous les ans. Donc, ça, c'est jamais pareil. Donc, par exemple, cette année, pour travailler 1 heure, en brut, on est obligé de toucher quelque chose comme 10,25 €. Et une fois les cotisations retirées, je crois qu'on touche 7 € à peu près, 7 € soit. non, un peu plus. Non, c'est 8,60 €.
7,77. C'est sûr. Ouais. Ouais, on touche entre 7 et 8 euros. Voilà. Donc, en gros, il faut se dire qu'on a à peu près 2 euros qui nous sont retirés pour chaque heure qu'on fait. Voilà. Mais on a quand même au moins un salaire minimum. Et du coup, tous ces impôts qu'on paye et même les taxes que prend l'État sur beaucoup de choses, ça sert du coup à alimenter et à payer tout ce qui est cette sécurité sociale et qui fait que du coup, en même temps, on vit quand même relativement bien du coup. Et du coup, le SMIC, le salaire minimum pour un travail entre guillemets commun, du coup, où on fait 35 heures par semaine, il est d'environ 1 200 euros Net. net. Brut, c'est 1 500 euros brut. Et 1 200 net. Voilà, à peu près. Ça, c'est le salaire minimum en France. C'est ça. Voilà. C'est À ça. savoir qu'en France, on a quelque chose qui s'appelle le seuil de pauvreté. En fait, c'est la valeur qu'une personne touche par mois. En fait, si on touche moins que cette valeur-là, on est considéré comme pauvre et donc on vit dans de très mauvaises conditions. Et donc, on a des aides de l'État pour toujours être à peu près au seuil. Parce que sinon, on est vraiment considéré comme dans des conditions vraiment pas vivables. Et ce seuil-là, il est 1 euro par jour. Il est plaqué à 1 000 euros au mois, comptant toutes les aides. C'est vraiment, si on a moins de 1 000 euros dans le mois, on est considéré dans le seuil de pauvreté. 900 ou 1 000 euros, quelque chose comme ça. Et combien vous pouvez gagner comme étudiante en France? Alors, gagnez moins de cette étudiante? alors, quand on est étudiant, on peut travailler et on a le droit de louper des heures de cours si on travaille. Le mieux, c'est de ne pas les louper, bien évidemment, mais on est excusé si malheureusement on doit travailler. En termes d'horaire, on peut faire ce qu'on veut. Il y a des contrats de 6 heures, comme des contrats de 14 ou des contrats de 24. En général, c'est plus des contrats de 14 qui sont faits. 24 heures, c'est vraiment pour les étudiants qui sont le plus en difficulté ou qui veulent vraiment aussi mettre un peu d'argent de côté. Et on est payé pareil que les autres. Donc, en fait, il n'y a pas de baisse de salaire parce qu'on est étudiant. Mais à côté de ça, du coup, on a aussi les aides du coup, étudiantes, les bourses, qui nous aident énormément. Ouais. Si on y a le droit, ça fait un plus. En général, on a à peu près... on a plus de la moitié des étudiants qui sont boursiers en France. Et malgré ça, il y a plus de 60% des Français, des étudiants français qui ont dû travailler pendant leurs études pour financer la nourriture, le loyer et compagnie. La chose plus chère d'étudier en France, c'est les loyers. C'est les logements et la nourriture et ça. Tout à fait. Le logement, c'est... Après, tout dépend d'où on est. Là, on est dans une ville qui coûte très cher. À 1h30 d'ici, sur une grande ville quand même, qui est plus grande que la nôtre, qui s'appelle Poitiers, les logements sont presque 2 fois moins chers. C'est-à-dire que pour l'appartement que j'ai, je paierais peut-être 300 euros, alors qu'à La Rochelle, dans celui que j'ai, je devrais peut-être payer 500, 550. Donc, on est quand même sur une belle réduction. Mais ça reste moins qu'à Paris. Paris, c'est la ville où les loyers sont les plus chers. Ouais. Les appartements étudiants, là-bas, les loyers, ils sont pratiquement 2 fois plus chers qu'à La Rochelle. Un étudiant boursier à Paris ne peut pas avoir un appartement à Paris sans travail. Voilà. La bourse au plus gros échelon ne permet même pas d'avoir un appartement. Mm. Mais c'est très, très, très cher à Paris. Et sur des autres grandes villes comme Toulouse et Bordeaux, est-ce que c'est ça? C'est cher. Mais ça, Certains endroits sont presque aussi chers que Paris, mais globalement, Paris fait partie des 10 villes les plus chères du monde. Voilà. Et tu es plus cher à Paris, la nourriture, le logement. Un des soucis de La Rochelle, par exemple,
c'est que La Rochelle est une ville extrêmement touristique. Beaucoup de gens viennent pour les vacances et très souvent. Ce qui fait que les prix sont très, très hauts en location. Et en plus de ça, la vie en général est assez chère là-bas. Tout ce qui va être pris en bar ou des choses comme ça va être plus cher que dans d'autres villes parce que c'est placé à des endroits touristiques et ils ne peuvent pas se permettre de mettre des prix moins chers à tel moment de l'année et plus chers à un autre moment. Donc, ils doivent faire un prix entre deux. Et donc, globalement, ça coûte plus cher aux étudiants ou aux gens qui habitent la ville que s'ils habitaient ailleurs. Bien, mec, il était un plaisir de parler avec vous. Je pense qu'on a parlé comme une heure, ça c'est bien. Merci beaucoup. Ouais. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi. Et Ah, puis, au plaisir quand tu voudras nous réinviter. avec plaisir, mec. Au revoir. Il est un plaisir de parler avec vous. Pareil. Merci beaucoup. Merci à toi. Pas de souci. Au revoir, mec.